3 jours après le mariage, un détective a frappé à ma porte. Votre sœur prétend que vous avez volé son bracelet en diamant. Je l'ai dévisagé. La sécurité ne m'avait même pas fouillé et il m'avait juste jeté dehors. Puis il m'a tendu une enveloppe scellée. Il y a 9 mois, une lourde enveloppe Manila a atterri sur la table de ma cuisine. Le papier me paraissait trop rigide sous mes doigts refroidis par l'air d'octobre au dehors, et il y flottait une légère odeur de café éventé et d'encre d'imprimante. Un homme du nom de Grant Mercer venait de la déposer là. C'était un enquêteur agréé en matière de fraude, et sa seule présence rendait le silence de mon appartement incroyablement lourd. Grant m'a regardé depuis l'autre côté de la table. Votre sœur prétend que vous lui avez volé son bracelet en diamant. J'avais 38 ans. Je passais mes journées à coordonner les plannings et à commander des fournitures médicales dans une clinique communautaire. Les gens me confiaient leurs dossiers de santé, leurs rendez-vous et leurs enfants. Et maintenant, ma propre sœur envoyait un enquêteur à ma porte. « Ouvrez-la », m'a dit Grant. Mon poignet me faisait encore mal, une douleur sourde irradiant de l'endroit exact où les agents de sécurité m'avaient saisi 3 jours auparavant, lors du mariage. J'ai décollé le seau et j'en ai sorti une liasse de photocopies. À l'intérieur se trouvait la déclaration de sinistre officielle qu'Ashley avait déposée auprès de son assurance. « À quelle heure êtes-vous arrivé sur les lieux samedi ?» a demandé Grant. Je n'avais pas besoin de deviner. L'horodateur du parking avait imprimé un ticket au moment précis où je m'étais garé pour m'abriter de la pluie, 8h43. Grant a pointé du doigt une ligne surlignée sur le papier. Votre sœur a déclaré que le bracelet avait disparu à 8h10. Elle a déposé une réclamation pour 42 000 $. Il a ensuite glissé une photographie floue sur la table. C'était une capture d'écran de la caméra de sécurité du hall d'accueil. On m'y voyait franchir les portes d'entrée en secouant l'eau de mon manteau. L'horodatage numérique dans le coin indiquait exactement 8h43. Son calendrier ne tient pas debout, a dit Grant. Il m'a tout de suite averti qu'une chronologie erronée ne prouvait pas qu'elle avait tout inventé. Les gens paniquent et s'embrouillent dans le temps. Je devais fournir une déposition exacte, et il m'a bien fait comprendre que je ne devais aller parler à aucun témoin pour défendre ma cause. Je devais laisser le processus suivre son cours. J'ai touché le bleu qui s'estompait sur mon bras, et le souvenir de cette soirée de samedi m'a replongé directement dans cette salle de réception. Cela avait été une soirée glaciale et misérable, une bruine d'automne constante balayant la banlieue de l'Ohio, rendant les routes glissantes. J'étais en retard à la gare réhabilitée où se tenait la réception parce que tante Linda était tombée en panne sur l'autoroute. J'avais fait un détour pour aller la chercher, c'était une simple habitude que j'avais prise au fil des ans. Dès que quelqu'un dans la famille avait un problème, on m'appelait et je m'en occupais, tout simplement. Quand Linda et moi sommes enfin entrés dans la salle chaleureuse, mes petits cousins ont couru s'accrocher à mes genoux. L'oncle George m'a tapé sur l'épaule et m'a interrogé sur mon travail. J'ai souri et je les ai salués doucement, en gardant la voix basse pour ne pas détourner l'attention de la mariée. À l'autre bout de la pièce, Ashley se tenait dans sa robe blanche sur mesure. Elle a vu les proches rassemblés autour de moi et son sourire radieux et entraîné s'est figé instantanément. Les ennuis ont commencé juste avant la découpe du gâteau. Un sifflement strident de Larsen a coupé la musique alors qu'Ashley s'emparait du micro et se dirigeait vers le centre de la piste de danse. Elle a annoncé que le bracelet en diamant de notre grand-mère avait disparu de la suite nuptiale. La pièce a sombré dans un silence de mort, on n'entendait plus que le tapotement de la pluie contre les grandes fenêtres en verre. Ashley s'est tournée et m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a demandé à haute voix si j'étais monté dans la suite nuptiale. Je lui ai répondu que je n'avais même pas mis les pieds à cet étage. Ashley a élevé la voix pour que chaque invité, jusqu'au dernier rang, puisse l'entendre. La mariée prétendait que j'avais toujours été jalouse de ses diamants de famille, insistant sur le fait que je voulais simplement gâcher sa soirée parfaite parce que je ressentais de la rancœur face à son bonheur. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas jeté à genoux pour la supplier de me croire. Au lieu de cela, j'ai tendu mes 2 mains loin de mon corps. Je lui ai dit que si elle croyait vraiment que je l'avais pris, elle devait appeler la police immédiatement et leur faire fouiller mon sac. Ashley n'a pas cherché son téléphone. À la place, elle a ancré son regard dans celui des 2 agents de sécurité postés près de la sortie et leur a adressé un signe de tête très subtil et sec. Ces gardes n'ont pas posé de questions, et ils n'ont pas non plus demandé à vérifier mon sac. Ils ont marché droit sur moi, m'ont saisi par les bras et m'ont traîné vers la sortie. Je leur ai demandé pourquoi personne ne fouillait mes affaires si un vol venait d'être commis.
Le garde le plus grand s'est contenté de grogner, déclarant qu'ils avaient reçu pour instruction de la part du client de la salle de m'expulser immédiatement de la propriété privée. Des invités brandissaient leur téléphone pour filmer la scène, les flashs des appareils photo illuminant les coins sombres de la salle. Ma mère, Nancy, se tenait juste à côté d'Ashley pendant tout ce tumulte. Elle n'a pas dit un seul mot pour les arrêter. Mon père a essayé de se lever de sa chaise pour m'atteindre, mais il avait récemment subi un léger accident vasculaire cérébral et ce mouvement brusque lui a donné le vertige. Tante Linda a dû le retenir par les épaules. Les lourdes portes en bois se sont refermées bruyamment derrière moi. Je suis resté sous l'auvent, sous la pluie glaciale d'automne, à me frotter les poignets douloureux tandis que le froid s'infiltrait dans mes chaussures. Tante Linda s'est glissée dehors par une porte dérobée une minute plus tard, tenant son manteau comme un bouclier. Je lui ai dit de retourner à l'intérieur et de rester avec papa, il n'avait pas besoin du stress physique d'une guerre familiale ce soir-là. Avant de marcher vers ma voiture, j'ai jeté un regard en arrière à travers les grandes fenêtres en verre. Ashley n'était pas en train d'ordonner au personnel de boucler la pièce, ni de pleurer l'héritage volé de notre grand-mère. La mariée a simplement lissé le tulle de sa jupe, a pris son nouvel époux par la main et est retournée au centre de la piste de danse. « Qu'est-ce qui vous frappe le plus ?» m'a demandé Grant, me ramenant à la réalité de ma cuisine silencieuse. J'ai poussé ma tasse de café froide de côté, elle n'a jamais voulu récupérer le bracelet. Elle voulait seulement que je parte. Grant n'a pas discuté. Il a simplement plongé la main dans la grande enveloppe Manila et en a sorti une dernière feuille de papier. C'était un avenant signé joint à sa déclaration officielle d'assurance. « Votre sœur ne s'est pas contentée de dire que vous l'aviez volé », m'a dit Grant. Elle a signé un document juridique officiel affirmant qu'elle vous avait vu quitter l'étage de la suite nuptiale à 8h12. J'ai de nouveau fixé la photo de sécurité, celle qui me montrait en train d'entrer dans le bâtiment à 8h43. Ashley n'avait pas simplement fait une erreur sous le coup de la panique. Elle avait rédigé un mensonge avec un horodatage précis, un mensonge préparé bien avant que je ne sorte de la pluie. Grant Mercer a quitté mon appartement et, au moment même où le loquet s'est enclenché, mon téléphone portable s'est mis à vibrer sur le comptoir de la cuisine. Il n'avait pas cessé de sonner depuis samedi soir. Les notifications éclairaient l'écran à un rythme soutenu et punitif. Plusieurs membres de la famille élargie voulaient savoir si j'allais bien. Quelques cousins m'ont envoyé des messages me disant de simplement rendre le bracelet pour que la famille n'ait pas à subir une enquête policière. Je n'ai pas écrit une seule réponse. Quand tante Linda a appelé une heure plus tard, j'ai fini par décrocher. Sa voix semblait frêle et épuisée. Elle m'a dit que mon père me demandait et m'a supplié de venir chez eux. J'ai fermé les yeux, posant mon front contre la porte fraîche du réfrigérateur, je ne viendrai pas tant qu'Ashley sera assise dans ce salon. Poser cette limite m'a paru terrible, mais je suis resté ferme. Le mardi matin est arrivé avec la lumière fluorescente et bourdonnante de la clinique communautaire où je travaillais. Rester occupé m'aide généralement à me vider la tête. J'ai passé les 3 premières heures à organiser les plannings des patients et à aider un homme âgé, Monsieur Henderson, à comprendre le fonctionnement de son passe de transport de comté. Vers midi, j'ai tendu à notre jeune réceptionniste une petite boîte de pâtisserie pour fêter son anniversaire. Je n'essayais pas de passer pour une sainte, me souvenir des petits détails concernant les gens rendait simplement les journées plus douces. La réceptionniste n'a pas souri en prenant la boîte. Elle a baissé les yeux vers ses genoux, puis m'a regardé avec une pitié profonde et gênée. Quelqu'un avait partagé la vidéo des vigiles me traînant hors de la salle de réception sur un groupe communautaire local. Mon humiliation n'était plus confinée à notre famille. Mon visage s'est empourpré et un nœud serré s'est formé dans mon estomac, mais j'ai refusé de ranger mon bureau. Je me suis remise à trier les factures de fournitures médicales. Tante Linda s'est présentée à la clinique pendant ma pause déjeuner, apportant un sac en papier craft de mon traiteur préféré. Nous nous sommes assises dans la salle de pause alors que l'odeur de dinde rôtie chaude remplissait la petite pièce. Ashley a toujours détesté que tout le monde dans la famille t'appelle en premier, a dit Linda en poussant un sandwich emballé de l'autre côté de la table. Elle pense que tu lui voles délibérément la vedette. Ma mâchoire s'est crispée, je n'ai jamais voulu rivaliser avec elle. Je réponds simplement présente quand les gens ont besoin d'aide. Linda m'a jeté un regard triste et complice, tu réponds présente, oui, et tu aimes aussi être celle dont tout le monde a besoin. Tu aimes réparer les choses. Cette remarque m'a piqué, car une petite part de vérité s'y cachait. Pendant des années, j'avais discrètement corrigé les erreurs de ma sœur.
J'avais couvert une petite dette de carte de crédit pour elle 2 ans auparavant et réparé ses faire-part de mariage endommagés sans me plaindre. J'appelais cela être une bonne sœur, mais peut-être avais-je utilisé ma compétence pour garantir ma place au sein de la famille. En épongeant ces désastres, j'avais aidé Ashley à éviter toute véritable conséquence. Mon téléphone a encore vibré sur la table en plastique. Un SMS d'Ashley est apparu à l'écran. Le message était parfaitement construit, conçu pour la faire passer pour une victime généreuse. Elle écrivait que si je rendais le bracelet dans les 24 heures, elle ne pousserait pas l'affaire plus loin et n'impliquerait pas la police. La colère a jailli, brûlante, dans ma poitrine. Mes doigts ont frappé le clavier avant même que je ne prenne le temps de réfléchir. J'ai tapé que je savais exactement où étaient passés les $8 400 du compte de soins médicaux de notre père. J'ai appuyé sur envoyer. Une seconde plus tard, la réalité de mon erreur m'a submergé. Je venais de révéler à ma sœur que j'enquêtais sur l'argent disparu. Je voulais lui montrer qu'elle ne pouvait pas m'intimider, mais je n'avais fait que lui donner un avertissement. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, ma mère m'attendait dans le couloir devant ma porte. Nancy tenait un récipient en plastique de soupe au poulet maison, le tendant comme une offrande de paix. J'ai déverrouillé la porte et les laissé entrer. Excuse-toi auprès d'elle d'avoir causé une scène, a plaidé ma mère en posant le récipient sur le comptoir. Le mariage était censé être sa soirée parfaite. Nous pouvons arranger tout cela. J'ai croisé les bras, crois-tu vraiment que j'ai volé notre grand-mère? Ma mère a refusé de croiser mon regard. Elle s'est concentrée entièrement sur un point du mur de la cuisine, tu es plus forte qu'elle, Samantha. Tu t'en remets toujours. Quelque chose de froid s'est installé derrière mes côtes, je ne vais pas endosser une accusation criminelle juste parce que tu penses que je peux en supporter les dégâts. Nancy a déplacé son poids nerveusement en bougeant sa main, qui a frôlé une petite trousse de maquillage de couleur ivoire suspendue à son poignet. Ses doigts ont tressailli et elle a rapidement glissé la trousse derrière son dos, la dérobant à ma vue. J'ai immédiatement remarqué ce geste étrange, même si je n'avais aucune idée de ce qu'il signifiait. Avant que je ne puisse l'interroger sur la trousse, elle a fait demi-tour et est partie, laissant la soupe derrière elle. 10 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Grant Mercer. L'enquêteur a sauté les salutations d'usage, avez-vous déjà menacé de gâcher le mariage de votre sœur? J'ai agrippé le bord du comptoir de la cuisine, non. Pourquoi me demandez-vous cela? Grant m'a expliqué que la compagnie d'assurance avait demandé les registres de sécurité de la salle pour justifier sa réclamation. Ashley leur avait fourni une capture d'écran d'un ancien SMS que je lui avais envoyé. Le message disait, si tu continues à mentir, le mariage ne le cachera pas, mon estomac s'est noué. J'avais envoyé ce message exact 2 semaines auparavant, juste après avoir remarqué les fonds médicaux manquants. Ce n'était pas une menace de gâcher sa réception, c'était un avertissement concernant ses mensonges. Ashley avait conservé mes mots et les avait détournés pour s'en servir comme d'un mobile parfait de vengeance. J'ai envoyé ce message, lui ai-je dit d'une voix stable, mais cela n'avait rien à voir avec un bracelet. Je vous crois, a répondu Grant, parce que le directeur de la salle vient de m'envoyer leurs instructions de sécurité interne. Mon téléphone a émis un signal sonore pour m'avertir d'une nouvelle pièce jointe envoyée par Grant. J'ai tapé sur l'écran et j'ai ouvert l'image d'un registre de sécurité imprimé. Mon nom y était surligné en jaune, inscrit sur une liste intitulée « À expulser sur signal de la mariée ». L'horodatage sur le document indiquait que le personnel de la salle avait reçu cette consigne à 12h15 de l'après-midi. Ma sœur avait ordonné mon expulsion 8 heures avant que le bracelet ne soit censé avoir disparu. L'odeur de grains d'expresso torréfiés et de laine mouillée flottait dans le petit café où Grant Mercer m'avait donné rendez-vous. La pluie continuait de s'abattre sur les grandes vitrines, transformant les lampadaires de la rue en taches jaunes et floues. L'enquêteur a bu une gorgée de sa tasse sombre et a fait glisser un rapport d'incident imprimé sur la table en bois et raflé. Ce document contenait les notes de service officielles remises par la société de sécurité de la salle. Grant m'a expliqué d'une voix calme et posée que les salles de réception ont le droit légal d'expulser les invités turbulents, ce qui signifiait que les gardes n'avaient fait que suivre les instructions du client le samedi soir. Cependant, les directives spécifiques qu'ils avaient reçues faisaient s'effondrer complètement la version de ma sœur. Le chef d'équipe avait écrit que la mariée les avait prévenus d'une potentielle perturbation familiale. L'ordre était d'une précision redoutable, si Ashley tapotait son poignet à 2 reprises, les gardes devaient m'escorter hors du bâtiment immédiatement. En fixant ces mots dactylographiés, le souvenir exact de ce moment s'est reconnecté dans mon esprit.
J'ai revu Ashley sur la piste de danse, regardant l'équipe de sécurité et tapotant son bras. Des mains lourdes s'étaient abattues sur mes épaules une seconde plus tard. Personne n'avait mentionné la vérification de mon sac, et personne n'avait réellement commencé à chercher un diamant volé dans la pièce. Une envie irrépressible de retrouver ces gardes et de leur ordonner de parler à la police m'a saisi de plein fouet. Grant aperçut le changement dans ma posture et a immédiatement levé la main pour m'avertir de rester à l'écart du personnel de la salle. Faire pression sur les témoins ne ferait que compromettre l'ensemble de l'enquête d'assurance. Une chronologie erronée pouvait facilement être balayée par un avocat habile comme une crise de panique de la mariée, nous avions donc besoin d'une chaîne de preuves en béton, et non pas d'une simple divergence favorable. Pour la toute première fois de ma vie d'adulte, je me suis forcé à prendre du recul et à respecter les limites d'une procédure plutôt que de me précipiter pour régler le problème moi-même. Mon téléphone portable a sonné plus tard cet après-midi-là alors que je pliais du linge dans mon appartement silencieux. Le nom de Daniel est apparu à l'écran. Mon nouveau beau-frère avait l'air complètement épuisé, la voix éraillée et faible. Il m'a expliqué qu'Ashley était hors d'elle, faisant les 100 pas et incapable de dormir, entièrement convaincu que je lançais une campagne pour saboter leur mariage. Daniel m'a demandé calmement de ne pas aborder la question des fonds de soins manquants de mon père avant qu'il ne revienne d'un court week-end de voyage. En écoutant sa respiration laborieuse, j'ai réalisé que Daniel n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement. Il ne savait rien de la déclaration de sinistre frauduleuse ni du registre de sécurité qui trônait sur la table de ma cuisine. Je voulais lui révéler d'un coup la vérité sur les dettes de jeu secrètes d'Ashley, juste pour briser les mensonges et lui ouvrir les yeux sur la réalité. Mais Grant m'avait explicitement dit de ne pas intervenir. J'ai accepté de leur laisser de l'espace, me mordant l'intérieur de la joue jusqu'au sang, et j'ai mis fin à l'appel sans chercher à me défendre. Entendre la voix de Daniel avait ramené mes pensées directement au dîner de répétition, la veille du mariage. Nous nous étions tous réunis dans un restaurant italien bondé et surchauffé. L'un de mes jeunes neveux s'était installé sur mes genoux, refusant de s'asseoir sur sa propre chaise. Tante Linda m'avait serré fort dans ses bras à travers la table, me remerciant de l'avoir conduite à un rendez-vous médical complexe plus tôt ce mois-là. Puis Daniel avait levé un verre de cidre pétillant, annonçant devant tout le monde que j'étais la toute première personne de la famille à l'avoir vraiment fait se sentir le bienvenu. Ashley avait souri, mais ses articulations étaient blanches tant ses doigts serraient le poignet qui portait le bracelet de notre grand-mère. Elle avait ri, d'un son grinçant qui entr'ouvrait à peine ses lèvres, et avait lancé à l'assemblée que je savais séduire les foules sans même payer les boissons. Autour de nous, tout le monde avait pensé que c'était un compliment affectueux. Assise seule dans ma chambre, j'ai enfin reconnu le profond ressentiment acide caché derrière cette plaisanterie. Le signal sonore d'un nouveau SMS m'a tiré de mes souvenirs. C'était Aaron, l'une des demoiselles d'honneur. Elle écrivait qu'elle voulait désespérément rester en dehors d'une guerre familiale, mais qu'elle se souvenait distinctement qu'Ashley avait dit aux agents de sécurité de se poster près des portes de sortie des heures avant même que la réception ne commence. Aaron avouait qu'elle était terrifiée à l'idée d'être traînée dans une enquête pour fraude criminelle. Mon ancien moi aurait appelé Aaron sur le champ, utilisant notre passé commun pour lui extorquer une déposition officielle. À la place, j'ai tapé une courte réponse pour la remercier de l'information et lui promettre que je ne transmettrai jamais son nom à l'enquêteur. J'ai laissé la décision entièrement entre ses mains. J'apprenais que je n'avais pas besoin de manipuler la culpabilité des gens pour faire éclater la vérité. Le lendemain matin, Grant m'a appelé pour me donner d'importantes nouvelles. Et avait également obtenu une copie du SMS direct qu'Ashley avait envoyé au superviseur de la sécurité. L'enquêteur m'a lu les mots à haute voix au téléphone, quand je toucherai mon poignet 2 fois, expulsez ma sœur immédiatement. Ne la laissez pas de discuter devant les invités. Il n'y avait absolument aucune mention d'un héritage disparu ou d'un vol. Le plan visant à m'humilier existait bien avant l'accusation publique dans la salle de bal. Grant a marqué une pause, laissant un lourd silence s'installer au bout du fil. Il a souligné que la question centrale n'était plus de savoir si Ashley s'était trompée dans la chronologie. La vraie question était de savoir pourquoi elle avait si urgemment besoin de me faire expulser du bâtiment. Avant même que je ne puisse formuler une théorie, une nouvelle notification est apparue sur mon écran. Daniel m'avait envoyé une photographie, sans message ni contexte. C'était une capture d'écran d'une transaction étrange sur leur compte bancaire commun. Le débit datait d'exactement 5 semaines avant le mariage. La description de facturation indiquait « réplique de bracelet en cristal personnalisé, correspondance photo client ». 20 minutes après l'arrivée de ce SMS, on a frappé lourdement à la porte de mon appartement.
Daniel se tenait dans le couloir, de l'eau dégoulinant du bas de sa veste. Il tenait un morceau de papier froissé à la main. Mon beau-frère m'a dépassé pour entrer dans la cuisine, jetant le relevé de carte de crédit imprimé directement sur le comptoir. Je ne vole pas des documents confidentiels, a dit Daniel d'une voix tendue. Mon nom est sur ce compte. J'ai le droit légal de regarder. Il a pointé du doigt le prélèvement provenant d'une entreprise de fourniture théâtrale. Le jeune conseiller d'orientation scolaire voulait désespérément que sa nouvelle épouse soit innocente, expliquant qu'Ashley prétendait que la réplique était simplement un cadeau personnalisé pour une demoiselle d'honneur. J'ai regardé le nom du fournisseur, reconnaissant une entreprise qui fabriquait des bijoux de scène à partir de photographies fournies par les clients. Sans formuler de jugement ni tenter de le convaincre, j'ai simplement pris une photo du relevé et l'ai envoyée par email directement à Grant Mercer. Mon téléphone s'est mis à vibrer avant même que l'email ne finisse de s'envoyer. Un numéro inconnu s'est affiché à l'écran. Quand j'ai répondu, Ashley a parlé dans un murmure bas et furieux qui m'a hérissé les poils sur les bras. « Tu es en train d'empoisonner mon mari contre moi », a sifflé la mariée. « Tu as toujours adoré jouer la sainte pendant que tu me traites comme un désastre ambulant. Tu vérifies mes factures, tu surveilles mes habitudes, tu planes au-dessus de toute ma vie. » Ma gorge s'est serrée parce que son accusation contenait une part de vérité acérée. J'avais passé des années à adopter un ton condescendant lorsqu'elle faisait des erreurs, lui rappelant ses rendez-vous manqués et épongeant ses petites dettes pour me donner un sentiment discret de contrôle, un moyen facile de me sentir responsable et indispensable. Reconnaître mes propres travers m'a fait profondément mal, mais mes jugements passés ne mettaient pas un diamant volé dans mon sac à main. J'ai raccroché le téléphone sans dire un seul mot. Daniel m'a regardé poser l'appareil. Il s'est affalé sur un tabouret de cuisine, retirant ses lunettes pour frotter ses yeux fatigués. Lentement, il a commencé à reconstituer ses souvenirs récents à voix haute. Il s'est rappelé avoir proposé d'apporter le bijou de famille chez un joaillier professionnel pour un nettoyage une semaine avant la cérémonie. Ashley avait complètement paniqué, insistant sur le fait que cette relique fragile ne devait jamais quitter son poignet. Pendant le dîner de répétition, elle avait gardé sa main droite cachée sous la table, le repoussant dès qu'il essayait de toucher le fermoir. Et puis, il y avait ces appels téléphoniques, des numéros étranges, non enregistrés, l'appelaient depuis des semaines, la poussant à quitter la pièce pour répondre en privé. La sonnerie soudaine d'un nouvel appel a interrompu ses pensées. Grant Mercer avait besoin d'une confirmation rapide. L'enquêteur avait contacté la bijouterie et les propriétaires avaient accepté de conserver leur registre pour une enquête officielle. Grant ne pouvait pas me transmettre le dossier confidentiel, mais il m'a confirmé un détail crucial, la boutique avait bien produit une réplique en cristal basée entièrement sur des photos de référence fournies par ma sœur. Ashley avait fait fabriquer un faux diamant, et je n'avais absolument aucune idée de l'endroit où se trouvait le vrai. Plus tard cet après-midi-là, le téléphone a de nouveau sonné. L'identifiant affichait le portable de mon père. Le ronronnement rythmique d'un tapis roulant de physiothérapie résonnait en arrière-plan. « Je ne crois pas que tu aies pris le bracelet de ta grand-mère », m'a dit Robert. « Est-ce que tu manges à ta faim ?» Pour la première fois depuis des jours, des larmes ont failli couler sur mes cils. Quelqu'un dans ma famille m'offrait une confiance absolue sans exiger d'explication au préalable. Mon père a pris une inspiration laborieuse, mentionnant que Nancy refusait soudainement de lui montrer les relevés récents de son compte de soins médicaux. Il avait l'air effrayé. Je voulais désespérément me rendre chez eux et exiger ces papiers, mais j'ai forcé mes mains à se desserrer. Je lui ai dit doucement que je ne pouvais pas légalement prendre des documents appartenant à ma mère, lui conseillant d'appeler directement la banque pour demander ses propres relevés financiers. Une pluie d'alerte a soudainement inondé mon écran. Ashley venait de publier un long paragraphe dans le groupe de discussion principal de la famille. Elle m'accusait d'avoir menacé de gâcher son mariage et affirmait que j'essayais activement de lui voler Daniel. Plusieurs tantes et cousins ont répondu avec des émojis choqués, leur loyauté commençant à vaciller sous sa performance théâtrale. J'ai rédigé un immense paragraphe détaillant le bijou de scène et les registres de sécurité. Mon pouce a plané au-dessus du bouton d'envoi, puis j'ai tout effacé. J'ai refusé de jouer sur la scène qu'elle avait construite. À la place, j'ai tapé exactement 3 phrases, je n'ai pas pris le bracelet. Je coopère avec l'enquête officielle. Je ne débattrai pas des preuves dans une discussion de famille. Le calme est revenu dans mon appartement jusqu'à la tombée de la nuit. Caleb, le caméraman du mariage, a laissé un message vocal me demandant d'appeler Grant immédiatement.
L'enquêteur d'assurance avait demandé les images brutes d'une caméra secondaire placée dans la suite nuptiale, une caméra que Caleb avait laissé tourner par erreur pendant les tests d'éclairage. Grant m'a envoyé une seule capture d'écran fixe et silencieuse sur mon téléphone. L'horodatage numérique en bas indiquait 7h58. Ma sœur était assise seule dans la suite nuptiale, ses doigts s'activant rapidement pour détacher le bracelet en diamant de son propre poignet. J'ai fixé l'écran, sachant qu'à cette heure-là, j'étais encore coincé dans les embouteillages sur l'autoroute, à 1 heure de route de la salle de réception. Les néons bourdonnaient régulièrement au-dessus de nous dans le bureau exigu de Grant Mercer, projetant de longues ombres sur son bureau encombré. Caleb, le vidéaste du mariage, était assis nerveusement près de la fenêtre, tandis que Daniel et moi nous tenions derrière le fauteuil de l'enquêteur, les yeux fixés sur l'écran d'ordinateur lumineux. Grant a cliqué sur sa souris, lançant la lecture de la vidéo brute que Caleb avait légalement remise le matin même. Une caméra secondaire, installée sur un trépied simplement pour filmer la séance de maquillage de la mariée, avait été laissée en marche par erreur après le départ de l'équipe vers le bas. Sur l'écran, l'horodatage numérique dans le coin inférieur indiquait 7h58. Ma sœur se tenait au centre de la suite nuptiale, complètement seule, sa robe blanche brillant sous les lumières de la coiffeuse. Elle a détaché le bracelet étincelant de son poignet, avec des mouvements délibérés et calmes, et l'a soigneusement déposé à l'intérieur d'une trousse de maquillage de couleur ivoire bien familière. Un instant plus tard, ma mère est entrée dans le champ, tendant la main pour prendre la petite pochette. Nancy s'est arrêtée, le front plissé par une profonde confusion. « Tu es sûr que c'est celui-là que tu veux porter ?» a demandé Nancy, sa voix clairement captée par le micro-cravate fixé sur une chaise à proximité. Ashley n'a même pas regardé notre mère, il faut juste que ça rentre bien sur les photos. Daniel a tendu le bras à travers le bureau et a appuyé sur la barre d'espace, figeant la vidéo instantanément. Il a lentement retiré ses lunettes, pressant la paume de ses mains contre ses yeux jusqu'à ce que ses articulations deviennent blanches. Mon beau-frère n'a pas crié, n'a rien jeté et n'a pas réclamé le divorce sur le champ dans le bureau. Il est juste resté parfaitement immobile sur sa chaise d'invité, demandant dans le vide pourquoi sa nouvelle épouse aurait besoin qu'un précieux héritage familial ait simplement l'air authentique pour des photos. Une forte envie de poser une main réconfortante sur son épaule m'a traversé, un réflexe profondément ancré chez moi pour gérer la douleur émotionnelle des autres. J'ai gardé mes mains fermement croisées sur mes genoux, réalisant que régler cela à sa place ne ferait que le priver de la vérité. Voir cette trousse ivoire à l'écran a déclenché une vive réaction physique dans ma poitrine. Ma mère avait apporté cette pochette exacte dans mon appartement quelques jours auparavant, lorsqu'elle m'avait apporté la soupe au poulet, la dissimulant nerveusement lorsque j'avais remis sa loyauté en question. J'ai attrapé mon téléphone, impatiente d'appeler Nancy pour exiger des explications. Grant a immédiatement posé sa main lourde sur la mienne, en secouant la tête. L'enquêteur m'a averti que confronter une personne détenant actuellement des preuves physiques potentielles pouvait compromettre l'ensemble de l'enquête, m'enjoignant d'attendre que les autorités compétentes saisissent l'objet. Ce contretemps m'a frustré au plus haut point, mais j'ai glissé à nouveau le téléphone dans ma poche, respectant enfin la procédure légale plutôt que mon besoin viscéral de tout contrôler. Plus tard cet après-midi-là, Grant a fait venir un expert en joaillerie indépendant au bureau pour examiner les images vidéo figées. L'expert s'est penché près de l'écran, comparant l'image pixelisée et lumineuse du bijou à l'écran aux photographies d'évaluation officielles soumises dans le dossier d'assurance de ma sœur. En raison de la distance de la caméra à l'autre bout de la pièce, personne ne pouvait lire les minuscules gravures ni repérer les réparations microscopiques. Cependant, l'expert a pointé un stylo vers l'écran, notant que la forme physique du fermoir et la disposition des pierres situées juste à côté du mécanisme de verrouillage semblaient totalement incorrectes. L'objet filmé était une imitation en cristal. Grant a extrait le véritable numéro de série directement des documents de la police d'assurance, s'appuyant sur des documents officiels plutôt que sur la vidéo floue. Armé de cet identifiant unique, l'enquêteur a soumis une requête formelle dans une base de données centralisée utilisée par les forces de l'ordre et les prêteurs sur gages agréés. J'ai arpenté son minuscule bureau de l'un en l'autre, demandant l'adresse des mont-de-piété des environs pour aller chercher moi-même les véritables diamants. Grant a refusé catégoriquement, me rappelant que les interférences d'amateurs ne font que détruire les dossiers valables. Nous devions attendre que le système fonctionne. L'enquêteur a passé un appel officiel à ma mère peu après le départ de l'expert, laissant un message vocal ferme exigeant que Nancy contacte son bureau concernant une enquête pour fraude active. La panique s'est visiblement installée. Au lieu de rappeler Grant, ma mère a composé mon numéro 10 minutes plus tard, la voix tremblant si fort que le haut-parleur vibrait contre le bureau.
Elle a juré qu'Ashley n'avait emprunté l'héritage que pour résoudre un problème de trésorerie temporaire, promettant de racheter l'objet desquels toucherait sa prochaine commission sur les ventes au magasin de meubles. Nancy insistait désespérément sur le fait qu'elle n'avait caché la vérité que pour protéger la solennité du jour du mariage, affirmant que personne n'était censé souffrir. « Savais-tu que le bracelet qu'elle portait pour remonter l'allée était un faux ?» ai-je demandé en agrippant le bord du bureau en bois. Un silence de mort s'est étiré au bout du fil. Ma mère n'a pas répondu, et son incapacité totale à parler m'a tout dit. Elle savait que le bijou était un faux, et elle était restée dans la salle de bal à regarder des agents de sécurité traîner sa fille aînée sous la pluie glaciale sans dire un seul mot. Grant a mis fin à l'appel au moment même où son ordinateur émettait un signal sonore pour annoncer l'arrivée d'un email. Un prêteur sur gage agréé situé 3 villes plus loin avait répondu à la requête officielle de la base de données. Le propriétaire de la boutique avait envoyé une copie numérisée d'un reçu de transaction correspondant au numéro de série exact des diamants de notre grand-mère. Nous ne recherchons plus un objet disparu, a déclaré Grant d'un ton sérieux et clinique. Il s'agit d'une fausse déclaration de sinistre pour fraude à l'assurance. L'enquêteur a tourné son écran vers moi. Le prêteur sur gage avait fourni une capture d'écran de ses propres caméras de sécurité, datée d'exactement 6 semaines avant le mariage. On y voyait Ashley, vêtue de son pull vert préféré, debout sous les néons de la boutique. Elle déposait le véritable bracelet en diamant sur le comptoir en verre, souriait au vendeur et se penchait pour signer le contrat de son propre nom. La poussière flottait dans la pâle lumière de l'après-midi filtrant à travers la fenêtre du salon de mes parents. Grant Mercer se tenait sur le bord du canapé à fleurs, gardant une posture rigide et professionnelle. Mon père reposait dans son fauteuil préféré, respirant lentement, tandis que je me tenais près de la porte. Nous n'étions pas là pour une visite familiale. L'enquêteur a calmement expliqué à ma mère qu'elle pouvait restituer volontairement l'objet en question, sous peine d'être contraint de transmettre ses conclusions aux autorités compétentes pour obtenir un mandat de perquisition. Nancy évitait de regarder l'un d'entre nous. Cette femme qui avait passé des décennies à faire en sorte que notre famille paraisse parfaite s'est contentée de hocher la tête. Je me suis dirigé vers une pile de souvenirs de mariage dans un coin et j'en suis revenu avec la pochette de maquillage ivoire bien familière. Ses doigts manucurés tremblaient alors qu'elle ouvrait la fermeture éclair. Elle a glissé sa main dans la doublure cachée et a déposé un bracelet en diamant, d'une fausseté éclatante, sur la table basse en verre. Ashley avait promis de racheter le vrai après sa prochaine commission de vente, a chuchoté Nancy en fixant le faux cristal. Ma mère insistait sur le fait que la mariée n'avait acheté la réplique que pour que notre grand-mère puisse toujours être présente sur les photos de mariage. L'excuse semblait absolument absurde dans sa bouche. Nancy a admis qu'elle savait que le bijou était un accessoire de scène, mais elle s'était désespérément persuadée que personne ne serait blessé si Ashley se contentait de racheter discrètement l'original. Tu savais que c'était un faux quand elle m'a accusé devant 200 personnes, ai-je dit, ma voix s'élevant plus haut que je ne l'aurais voulu. Tu te tenais juste à côté d'elle, maman. Tu l'as laissé fabriquer un casier judiciaire autour de mon nom juste pour préserver son confort. Mon père a levé une main tremblante, nous demandant d'arrêter de crier. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration, réalisant que j'utilisais toute ma vieille rancœur pour la punir d'un seul coup. Avoir raison ne me donnait pas le droit d'être cruel. Je ne veux pas d'excuses dont tu penses qu'elles vont m'apaiser, lui ai-je dit en baissant le ton. Robert a bougé dans son lourd fauteuil et a mis la main dans la poche de son pull. Mon père en a sorti une pile de relevés bancaires pliés qu'il avait personnellement demandé le matin même. Il a posé les papiers sur la table, juste à côté du faux bijou. Les documents montraient un virement de $8 400 débité de son compte de soins médicaux fin septembre, envoyé directement à une entreprise d'événementiel de mariage qu'Ashley avait engagée. Mon père avait utilisé l'accès d'urgence que Nancy lui avait donné des mois auparavant, mais en réalité c'était Ashley qui s'en était servi. Ma mère a couvert sa bouche de sa main, un sanglot étouffé s'échappant de sa gorge. Elle a avoué avoir découvert l'argent manquant des semaines avant la cérémonie, mais elle avait laissé Ashley promettre de le rembourser plutôt que de le dire à mon père. En fixant ses relevés bancaires, une réalité écœurante m'a traversé, la mise en scène publique dans la salle de bal n'avait jamais eu pour seul but de toucher l'argent de l'assurance. Ashley avait besoin que tout le monde me prenne pour une voleuse afin que toutes les questions futures que je poserais sur l'argent manquant de notre père passent pour une vengeance amère. Grant a sorti un petit carnet, demandant si ma sœur avait communiqué autre chose le jour de la cérémonie. Nancy a essuyé ses yeux et a mentionné un message vocal datant du matin du mariage, un message qu'elle avait complètement ignoré parce que son téléphone était en mode silencieux pendant les préparatifs.
L'enquêteur lui a demandé de le faire écouter à haute voix. Nancy a pris son téléphone portable, a appuyé sur quelques touches et a posé l'appareil au centre de la table basse. Un grésillement a rempli le salon silencieux, suivi immédiatement par la voix de ma sœur. Ashley semblait tout à fait lucide et d'un calme terrifiant. « Maman, arrête de t'inquiéter », disait la mariée à travers le petit haut-parleur. « J'ai déjà réglé le cas de Samantha. Les gens vont penser qu'elle a pris le bracelet. Personne ne l'écoutera quand elle commencera à poser des questions sur le compte médical. » Une lourde pause a suivi sur l'enregistrement, meublé uniquement par le bruit d'une fermeture éclair qui se fermait en arrière-plan. Puis, le ton d'Ashley est passé de la planification calculée à une amertume brute et sans phare. Elle se plaignait que même pendant qu'on la coiffait pour son propre mariage, 3 tantes différentes étaient passées dans la suite nuptiale juste pour demander si j'étais arrivé. L'enregistrement s'est coupé, laissant un silence étouffant dans son sillage. Robert n'a pas crié sur sa femme. Il a simplement regardé Nancy, le visage empreint d'une tristesse profonde et silencieuse, et lui a demandé pourquoi elle avait toujours cru que je pouvais survivre à n'importe quelle trahison simplement parce que je causais moins de problèmes que ma sœur. Nancy n'a eu absolument aucune réponse à lui donner. J'ai regardé mon père se rasseoir dans son fauteuil, comprenant enfin que maintenir la paix n'avait fait que créer une famille entièrement bâtie sur des mensonges. Grant s'est avancé et a soigneusement placé le faux bijou dans un sac de preuves transparent. Il a demandé à ma mère de sauvegarder le message vocal et nous a tous avertis de ne modifier aucun fichier. Je suis resté les mains le long du corps, refusant de toucher à la réplique en cristal. L'enquêteur a fermé sa mallette, mais les derniers mots de cet enregistrement audio continuaient de résonner bruyamment dans ma tête. Avant la fin de l'appel, ma sœur avait fait une dernière promesse à notre mère. À la fin de la soirée, avait murmuré Ashley, ils la regarderont enfin de la façon dont ils m'ont toujours regardé. Je suis resté figé dans le salon de mes parents. L'argent de l'assurance et les fonds médicaux volés n'étaient que des avantages collatéraux. La véritable cible n'avait jamais été le bijou. La cible, c'est moi. Aaron, l'une des demoiselles d'honneur du mariage, a envoyé une série de captures d'écran au bureau de Grant Mercetto le lendemain matin. La jeune femme ne voulait rien avoir à faire avec une bataille juridique formelle, mais sa conscience avait fini par la rattraper. Elle a transféré une série de messages privés qu'Ashley avait tapés pendant les heures frénétiques précédant la cérémonie. Ma sœur s'y plaignait amèrement dans la discussion de groupe parce que les parents plus âgés n'arrêtaient pas de demander si j'étais arrivé. Daniel avait regardé sa montre à 3 reprises, se demandant où j'étais, et plusieurs enfants avaient demandé à haute voix pourquoi je ne figurais pas sur les portraits de famille. Une phrase en particulier ressortait parmi les plaintes, « Elle ne fait même pas d'effort », avait écrit Ashley aux demoiselles d'honneur. C'est ça que je déteste. Assise seule à la table de ma cuisine, j'ai laissé mon esprit dériver à travers les années, cherchant la racine de ce ressentiment profond et persistant. Je ne me suis pas raccroché à de grands souvenirs de sacrifices héroïques. À la place, 3 petits moments sont remontés à la surface. Je me suis souvenu d'être resté assise dans la salle d'attente stérile d'un hôpital pendant 2 heures avec tante Linda, pour lui tenir compagnie alors que son mari était coincé dans d'importants embouteillages sur l'autoroute. Je me suis souvenu d'avoir remarqué une alerte d'allergie alimentaire pour mon jeune neveu et d'avoir discrètement échangé son assiette avant que quiconque ne remarque le danger. Et je me suis souvenu d'avoir composé le numéro de Daniel après son tout premier dîner de famille, simplement pour m'assurer qu'il rentrait bien chez lui par les routes de campagne sombres. Ce n'étaient pas des actes héroïques majeurs. C'étaient simplement de douces habitudes d'attention. Elles expliquaient pourquoi les gens se tournaient naturellement vers moi sans pour autant faire de moi une sainte. Tante Linda est passée à mon appartement plus tard cet après-midi-là, apportant un cake à la banane encore chaud et une bonne dose de réalité. Elle s'est assise en face de moi, l'expression douce mais sérieuse. Linda a admis que la famille m'aimait sincèrement parce que je m'intéressais à leur vie, mais elle a également souligné une vérité difficile, tout le monde s'était habitué à se reposer entièrement sur moi parce que je ne savais jamais dire non. J'avais accepté de porter les fardeaux de tout le monde parce que j'aimais secrètement le sentiment d'être celle sur qui l'on peut compter, le pilier indispensable de la maison. J'ai dégluti avec peine, ressentant la douloureuse justesse de ces mots. J'ai avoué que j'étais en réalité au courant de la rechute d'Ashley dans ses jeux d'argent en ligne des semaines avant le mariage, et que j'avais pourtant choisi de me taire plutôt que d'avertir Daniel. J'avais eu terriblement peur d'être étiquetée comme la faiseuse de troubles toxiques qui gâche un événement familial marquant, me persuadant que je pourrais gérer discrètement le désastre après coup. Mon silence n'avait fait qu'ouvrir une voie royale à Ashley pour mener son plan à bien. Daniel est arrivé à mon appartement peu après le départ de Linda.
Il avait passé des heures à examiner les relevés de cartes de crédit et à croiser les dates de la fabrication de la réplique en cristal. Ashley avait pleuré de manière hystérique lorsqu'il l'avait confronté, alternant entre supplications de pardon et affirmation que j'étais le cerveau qui avait manipulé toute la famille contre elle. Quand Daniel lui avait demandé pourquoi elle m'avait spécifiquement visé avec une accusation aussi vicieuse, ma sœur avait fini par faire tomber le masque. Elle avait admis qu'elle avait toujours cru que je voulais secrètement que tout le monde me pense moralement supérieur à elle. Mon beau-frère semblait complètement anéanti, le poids d'un mariage brisé pesant sur ses épaules. Il a annoncé qu'il avait fait ses bagages et s'était installé dans la chambre d'amis d'un ami, bien qu'il n'ait pas encore entamé de procédure de divorce public. Le dernier piège est tombé dans ma boîte de réception avant que le soir n'arrive. Ashley m'a envoyé un message urgent exigeant une réunion de famille officielle chez notre mère le dimanche après-midi. Elle affirmait vouloir mettre fin à ma campagne malveillante, une fois pour toutes, promettant de présenter des preuves définitives montrant que j'avais manipulé l'enquêteur, Daniel et Nancy. Elle m'a explicitement ordonné de venir seule et d'apporter l'enveloppe Manila originale que Grant m'avait donnée, espérant récupérer les preuves physiques et réécrire l'histoire une dernière fois. Grant m'a vivement conseillé de ne pas m'y rendre, m'avertissant que pénétrer dans une pièce chargée d'émotions familiales pourrait facilement compromettre notre position juridique. Un avocat conseil m'a confirmé que je ne pouvais m'y rendre qu'à la condition stricte de n'apporter que des copies certifiées et contrôlées des documents, afin de ne jamais altérer ni déformer le moindre fait. J'ai pesé le pour et le contre, si je restais chez moi, Ashley remplirait l'espace vide de nouveaux mensonges. Si j'y allais simplement pour la voir se débattre, je m'abaisserais à son niveau. J'ai décidé de franchir ces portes avec un seul objectif clair, je montrerai les preuves concrètes à la famille une seule et unique fois, puis je refuserai définitivement de participer à leur cirque. Mon téléphone a vibré contre le comptoir avec une dernière exigence provocatrice de la mariée, viens seule. Apporte l'enveloppe. D'ici dimanche, tout le monde saura ce que tu es vraiment. J'ai posé l'appareil à plat sur la surface en bois, refusant de laisser sa panique dicter mon rythme cardiaque. Le soleil de l'après-midi tapait à travers les grands ormes devant la maison de banlieue de ma mère, projetant des ombres longues et fracturées sur l'allée. Mes doigts se sont resserrés autour du bord d'un dossier Manila ordinaire posé sur le siège passager de ma voiture. À l'intérieur de ce dossier ne se trouvaient que les copies certifiées conformes et légalement autorisées de la chronologie de l'assurance, des instructions données à l'équipe de sécurité, de la facture de la réplique. D'une seule retranscription d'image de la vidéo brute et du reçu de transaction du prêteur sur gage. Les originaux restaient en sécurité sous clé dans le bureau de Grant Mercer. Je n'avais rien laissé au hasard. Avant de sortir de la voiture, j'ai passé des minutes à formuler un long discours cinglant dans ma tête. Je voulais énumérer chaque mensonge d'Ashley, chaque fête qu'elle avait gâché et chaque humiliation silencieuse qu'elle m'avait infligée au cours de la dernière décennie. En relisant mentalement ces phrases imaginaires, un poids froid s'est installé dans ma poitrine. Si j'entrais dans cette maison en hurlant sur notre passé commun, je ne ferais que transformer une enquête pour fraude en une mesquine querelle de fratrie. J'ai réduit ce script mental en pièces, ne gardant en tête que 3 questions fondamentales, où était le véritable diamant ? Pourquoi les agents de sécurité avaient-ils reçu l'ordre de m'expulser des heures avant que le collier ne soit censé disparaître? Et pourquoi ma sœur avait-elle besoin que toute la famille me considère comme une voleuse? La berline de mon père était garée près du garage. Robert avait insisté pour assister à la réunion de famille malgré sa santé fragile. Quand je l'avais appelé plus tôt ce matin-là pour lui suggérer de rester se reposer à la maison, mon père m'avait doucement rappelé que le protéger des vérités inconfortables était devenu le principal prétexte à des années de tromperie familiale. J'ai accepté de l'accompagner, m'assurant de mettre ses médicaments pour le cœur et une petite bouteille d'eau dans la poche de mon manteau, tout en refusant désormais de prendre des décisions à sa place. Passer la porte d'entrée donnait l'impression de pénétrer dans un vieux théâtre juste avant le lever du rideau. Nancy avait disposé les meubles du salon en 2 camps distincts et involontaires. Ashley était perchée sur le bord du fauteuil à fleurs, juste à côté de notre mère, vêtue d'un simple pull beige au lieu de ses vêtements de mariée blancs, soignant ainsi l'image de la victime persécutée. Daniel se tenait maladroitement près de la cheminée en briques, les bras croisés, refusant de croiser le regard de sa femme. Tante Linda et l'oncle George étaient assis sur le canapé d'en face, les traits tirés par un mélange d'anxiété et de fatigue. Je suis entré seul au centre de la pièce, comme on me l'avait ordonné, et j'ai posé le dossier Manila à plat sur la table basse. Ashley n'a pas attendu que je prenne une inspiration. Elle s'est lancée dans sa défense avec une tirade théâtrale et polie qu'elle avait dû répéter pendant des heures. Ma sœur m'a pointé d'un doigt tremblant,
disant à l'Assemblée que j'avais toujours vécu pour être la martyre indispensable. Elle affirmait que j'avais intimidé l'enquêteur d'assurance, manipulé Daniel pour qu'il doute de sa santé mentale et délibérément échafaudé un faux récit pour la punir d'avoir eu un mariage heureux. Elle a regardé directement Nancy pour obtenir sa validation, elle a toujours été jalouse de la vie que je me suis construite, s'est écrié Ashley, sa voix se brisant avec une perfection bien rodée. Elle ne pouvait pas supporter de me voir me marier. Je ne l'ai pas interrompue. J'ai laissé les accusations planer dans l'air, refusant d'élever la voix. Lorsqu'elle s'est enfin arrêtée pour reprendre son souffle, j'ai regardé de l'autre côté de la table basse et j'ai formulé une réponse simple et mesurée, j'ai eu tort de cacher des éléments de ta vie à Daniel, ai-je dit d'une voix stable et calme. Et j'ai eu tort de penser que je pouvais gérer tes choix en coulisses. But aucune de ces erreurs ne met un diamant manquant dans mon sac à main. Cette confession tranquille l'a complètement désarmé. Ashley a scié, son indignation répétée bafouillant pendant une fraction de seconde, avant qu'elle ne se tourne à nouveau vers notre mère, exigeant que Nancy parle à tout le monde de mon comportement de contrôle au fil des ans. J'ai tourné mon regard vers ma mère, as-tu quelque chose à dire, maman ? Nancy est restée assise juste à côté d'Ashley. Elle gardait ses mains fermement croisées sur ses genoux, les épaules voûtées sous un poids invisible. Quelques proches ont bougé inconfortablement sur le canapé, interprétant le silence de ma mère comme la poursuite de sa vieille habitude de toujours choisir sa plus jeune fille, quel qu'en soit le prix. Une douleur aiguë et familière a pointé derrière mes côtes, mais j'ai refusé de la laisser se transformer en une supplique d'affection. J'en avais fini de mendier une place équitable à une table bâtie sur le favoritisme. Ashley a esquissé un sourire mince et triomphant, même maman connaît la vérité, a-t-elle murmuré à la pièce. Au lieu de reculer, Nancy s'est lentement levée de son fauteuil. Elle n'a pas marché vers mon côté de la pièce. À la place, elle a traversé le salon pour se diriger vers le petit meuble de télévision dans le coin, ses mouvements raides et mécaniques. Ma mère a pris une petite enceinte numérique qu'elle avait empruntée à un voisin et l'a posée sur le meuble en bois. Écoutez d'abord le message, a dit Nancy, sa voix à peine plus forte qu'un bruissement de feuilles mortes sur le béton. Ashley a pivoté sur son siège, le visage se vidant de sa couleur en un instant. Maman, qu'est-ce que tu fais ? Éteins ça. Nancy l'a ignoré, lançant la lecture sur le téléphone connecté. L'enregistrement audio grésillant du message vocal qu'Ashley avait laissé le matin du mariage a envahi le salon silencieux, une fois qu'ils penseront que Samantha l'a volé, personne ne l'écoutera quand elle commencera à poser des questions sur l'argent. La pièce a sombré dans un silence de mort. On pouvait entendre le faible ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine au bout du couloir. Ashley s'est levée d'un bond de son fauteuil, se jetant vers l'enceinte comme un animal acculé. Elle a pointé un doigt tremblant vers notre mère, son masque d'innocence soigneusement entretenu volant en éclats dans une panique brute et laide. Tu étais censé effacer ça, a hurlé Ashley, sa voix déchirant le silence de la maison. La petite enceinte numérique a continué de diffuser les dernières secondes de ce message vocal du matin du mariage, jusqu'à ce que le son s'arrête complètement. Ashley est restée figée à côté du meuble de télévision, la poitrine haletante, fixant notre mère avec un sentiment de trahison absolue. Personne dans la pièce ne bougeait. Le lourd silence a duré assez longtemps pour que le bruit lointain de la circulation à l'extérieur traverse les fenêtres fermées. Ashley a de nouveau tenté de se reprendre, ses mains s'agitant vers son visage tandis que sa voix passait à une plainte défensive et fluette. Elle affirmait n'avoir enregistré ces mots que lors d'un moment de panique intense, insistant sur le fait que le stress du mariage lui avait fait dire des choses qu'elle ne pensait pas vraiment. Je n'ai pas élevé la voix pour débattre de ses sentiments. J'ai simplement plongé la main dans le dossier Manila posé sur la table basse et j'en ai sorti le registre de sécurité de la salle. Regardons plutôt ce qui s'est passé avant mon arrivée, ai-je dit en posant les papiers à plat sur le bois. J'ai pointé du doigt les 2 horodatage contradictoires. J'ai rappelé à l'Assemblée que la déclaration officielle de sinistre de l'assurance affirmait que l'héritage avait disparu à 21h10. Puis j'ai montré la photographie numérique de l'entrée du parking, montrant ma voiture franchir la barrière de la salle de réception à 20h43. Tante Linda s'est penchée en avant, observant de près les chiffres imprimés, et a lu l'heure d'arrivée à haute voix pour tout le monde. Ashley a croisé fermement les bras, le visage rouge de colère. Elle a bafouillé qu'elle avait dû faire une simple erreur avec l'horloge parce que la réception chaotique l'avait perturbée. Parlons alors des instructions que tu as données aux gardes avant même que les invités ne franchissent les portes d'entrée, ai-je répondu en faisant glisser la directive de sécurité signée sur la table. L'oncle George a ramassé le papier,
ses yeux parcourant les mots dactylographiés par lesquels le chef d'équipe confirmait que ma sœur avait ordonné mon expulsion immédiate dès qu'elle tapoterait son poignet 2 fois. Ashley s'est tournée vers lui, hurlant qu'elle n'avait donné ses instructions que parce qu'elle savait que j'étais en colère à cause de vieilles disputes familiales et qu'elle voulait éviter un scandale. Tu n'as pas ordonné à la sécurité d'empêcher une dispute, ai-je dit, ma voix coupant court à ses excuses. Tu avais besoin que je quitte les lieux pour que personne ne puisse poser de questions pendant que tu simulais un vol. Frustré, acculé et totalement à court d'explications fabriquées, Ashley s'est jetée sur la table basse et a balayé le dossier Manila, éparpillant les papiers sur le tapis. Au lieu de crier ou de me précipiter pour les ramasser, je me suis penché et j'ai soulevé un sac de preuves en plastique transparent contenant la réplique en cristal que ma mère avait remise plus tôt cet après-midi-là. Nancy gardait la tête basse, refusant de regarder quiconque, tandis que je posais le faux collier en plein centre de la table, un expert indépendant a comparé les images du mariage avec les documents officiels de l'assurance, ai-je dit à la pièce, en gardant un ton parfaitement égal. Le fermoir et la disposition des pierres ne correspondent pas à l'héritage de notre grand-mère. C'est un accessoire de théâtre. George a fixé le verre étincelant sous les lumières du salon, puis a regardé ma mère avec une incrédulité totale. Il a demandé à Nancy où se trouvait le véritable diamant. Avant que ma mère ne puisse formuler une réponse, j'ai déposé la dernière preuve sur la table en verre. C'était le relevé de transaction numérisé et la photo du comptoir du prêteur sur gage daté de 6 semaines avant le mariage, montrant la signature légale d'Ashley au bas du contrat. Daniel est sorti de l'ombre près de la cheminée. Il s'est avancé lentement vers la table basse, les yeux rivés sur le document du mont-de-piété portant le nom légal de sa femme. Il a regardé Ashley, cet homme qui avait promis de passer sa vie avec elle 3 jours plus tôt, et a posé une seule question tranquille, tu allais toucher l'argent de l'assurance pour un bijou que tu avais mis en gage un mois avant notre mariage, a demandé Daniel. Ashley a éclaté en sanglots, son assurance théâtrale s'effondrant complètement. Elle a agrippé le bord de la table, insistant sur le fait qu'elle ne l'avait mis en gage que pour régler une dette temporaire et qu'elle avait la ferme intention de racheter les diamants avant que quiconque ne s'en aperçoive. Elle a hurlé qu'elle y avait été contrainte parce que personne dans la famille ne prenait ses difficultés financières au sérieux. Puis elle a tourné sa fureur directement contre moi, ses yeux brillants d'une pure malveillance, tu avais déjà tout le monde dans la poche, même le jour de mon mariage. Avant même que je ne remonte l'allée, tous les parents demandaient quand Samantha arriverait, s'assuraient que Samantha approuvait les fleurs, vérifiaient que Samantha avait une place. J'ai soutenu son regard, refusant de scier face à la laideur de son expression, alors tu voulais qu'il me déteste? Ashley n'a pas dit oui, mais le silence lourd et étouffant qui a envahi la pièce a répondu à la question mais plus clairement que n'importe quel aveu aurait pu le faire. Elle détestait que ma présence dans la famille ne nécessite aucune performance, aucun charme artificiel et aucun artifice financier. Daniel a lentement fait glisser son alliance en or de son doigt. Il a posé l'anneau sur la table basse en bois, juste à côté du faux bracelet en cristal, ses mouvements délibérés et totalement exempts de colère. Il a dit à Ashley qu'il ne pouvait pas rester marié à quelqu'un qui accordait si peu de valeur humaine aux autres, confirmant qu'il partait immédiatement loger chez un ami et qu'il contacterait un avocat pour le divorce. Il n'a pas crié, et il n'a pas proféré de menaces inutiles. Il a simplement franchi la porte d'entrée, la laissant seule au milieu de la pièce. Le calme qui a suivi était profond. Personne n'a prononcé de discours émouvants, et personne ne s'est levé pour applaudir. Tante Linda a été la première à bouger, se levant du canapé pour venir s'asseoir sur le fauteuil vide situé juste à côté de moi. George l'a suivi, prenant place à ses côtés. L'un de mes jeunes cousins a baissé les yeux vers son téléphone qui avait enregistré la confrontation, a éteint l'appareil et l'a jeté sur le canapé pour marquer son refus de prolonger le spectacle. Mon père s'est levé de son fauteuil en s'aidant de ses 2 mains, marchant lentement sur le tapis jusqu'à installer son corps fragile sur la chaise juste à côté de la mienne. Un par un, les autres membres de la famille ont changé de place, s'éloignant du côté de la pièce où se tenait Ashley. Nancy est restée piégée au milieu du salon, debout, tout à fait seule. Ma mère a fini par s'effondrer, avouant devant toute la famille qu'elle était au courant de la transaction du prêteur sur gage, qu'elle avait aidé à cacher la réplique et qu'elle avait choisi de protéger sa plus jeune fille en laissant l'aînée porter le chapeau. Ashley a regardé autour du salon, observant les visages familiers s'éloigner physiquement de sa tromperie. Elle a jeté ses mains en l'air et a hurlé à plein poumon que tout le monde dans la pièce me choisissait elle plutôt que moi. J'ai regardé ma sœur, laissant la vérité s'installer dans l'espace qui nous séparait, non, ai-je dit doucement. Ils choisissent ce que tu as fait plutôt que ce que tu as dit. Avant qu'Ashley ne puisse se lancer dans une nouvelle série de cris,
mon téléphone portable a commencé à vibrer bruyamment sur la table basse. L'écran affichait le nom de Grant Mersey. Suivant les instructions de l'enquêteur données le matin même, j'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur et j'ai posé l'appareil à plat sur le bois. La voix de Grant a envahi le salon silencieux, stable et officiel. Il a annoncé que la compagnie d'assurance avait officiellement examiné toutes les nouvelles preuves soumises, rejeté formellement la déclaration de vol pour fausse déclaration frauduleuse, et transféré l'ensemble du dossier d'enquête aux autorités judiciaires compétentes pour examen légal. Ashley s'est figé, le souffle court en entendant chaque mot résonner dans le haut-parleur. Pour la toute première fois depuis qu'elle avait mis son plan à exécution, les conséquences de ses actes lui échappaient totalement, la laissant debout dans une pièce remplie de personnes qui voyaient enfin la vérité nue. Au cours des semaines qui ont suivi cette réunion de famille explosive, le système judiciaire a suivi son cours, sans descente de police théâtrale ni arrestation spectaculaire. La compagnie d'assurance a officiellement rejeté la réclamation frauduleuse. Les autorités locales ont examiné les dossiers transférés, évaluant les reçus du prêteur sur gage et les relevés financiers du compte de soins de mon père. En mai 2026, après des mois de négociations régulières par l'intermédiaire d'un avocat commis d'office, Ashley a accepté une résolution juridique formelle comprenant des paiements de restitution obligatoires, une mise à l'épreuve sous surveillance, des heures de travail d'intérêt général et un traitement ordonné par le tribunal pour dépendance au jeu. Elle n'a pas purgé de peine de prison de plusieurs années pour une demande d'indemnisation non versée, mais le poids public de son casier judiciaire et la perte absolue de son filet de sécurité financière lui ont infligé un rappel à l'ordre permanent. Daniel a quitté définitivement leur appartement commun dès le soir de notre confrontation. Après des semaines de conseils conjugaux privés et de consultations juridiques, il a officiellement demandé le divorce. Il n'a pas cherché à nouer de relations amoureuses avec moi, choisissant plutôt de maintenir nos interactions strictement respectueuses, distantes et centrées uniquement sur le règlement de leurs liens administratifs communs. Il a pleinement coopéré avec les enquêteurs en leur fournissant les relevés de cartes de crédit joints, s'assurant ainsi que l'image de mariage parfait que ma sœur avait si désespérément tenté de protéger disparaisse complètement. Mon père et ma mère ont définitivement bloqué l'accès d'Ashley aux comptes de soins médicaux. Pour couvrir une partie des fonds que notre jeune sœur avait vidés pour payer ses prestataires de mariage, Nancy a été contrainte de vendre sa berline récente et de réduire considérablement ses dépenses ménagères. Je n'ai pas accepté un seul centime d'héritage financier ni de transfert de propriété important de la part de mes parents. Les 4 000 $ que j'avais prêtés à Ashley des mois auparavant ont été officiellement intégrés à son plan de restitution ordonné par le tribunal, même si je ne suis pas resté à attendre que ces chèques arrivent. Nancy est venue à mon appartement un mardi soir, arrivant sans sa soupe au poulet habituelle ni excuse préparée. Elle s'est assise à ma petite table de cuisine, m'a regardé droit dans les yeux et s'est clairement excusée pour chaque fois qu'elle avait sacrifié mon bien-être pour préserver la paix. Elle n'a pas exigé de pardon immédiat, et je ne l'ai pas offert sur le champ. J'ai accepté de participer à quelques séances de thérapie familiale structurée avec elle, à condition qu'elle assume l'entière responsabilité de ses actes. Je ne lui ai pas pour autant remis de double des clés de mon appartement, et je n'ai pas non plus recommencé à répondre à chaque appel frénétique qu'elle tentait de passer. Ashley m'a appelé tard un après-midi depuis le hall de son centre de thérapie obligatoire. Sa voix semblait frêle, brisée par des mois d'isolement, se plaignant que le reste de la famille l'avait complètement abandonnée. Elle exigeait que j'intervienne et que je convainque tout le monde de lui pardonner. Le pardon ne signifie pas te rendre ta place d'avant, lui ai-je dit, en gardant un ton parfaitement égal. Elle a sangloté en disant que j'avais tout gagné. Je lui ai rappelé que personne ne gagne lorsqu'une famille doit découvrir la vérité à travers une enquête pour fraude à l'assurance. Lorsqu'elle m'a demandé si je la considérais toujours comme ma sœur, j'ai répondu honnêtement, le lien du sang n'efface pas la destruction d'un crime, et je ne lui parlerai que lorsqu'elle cesserait de demander aux autres de réparer les conséquences de ses propres choix. À présent, en juillet 2026, environ 9 mois après le début de ces froides nuits d'octobre, notre famille s'est réunie dans le salon de mes parents pour fêter l'anniversaire de mon père. Il n'y avait pas de salle de réception louée, pas d'exposition de bijoux coûteux, ni de discours répétés sur la perfection. Je suis arrivé en apportant un simple gâteau au citron fait maison que mon père adorait. L'un de mes jeunes neveux a couru à travers le tapis pour passer ses bras autour de ma taille. Mais quand on s'est rendu compte qu'il manquait une chaise autour de la table de la salle à manger, je suis délibérément resté assise et j'ai laissé le reste de la famille régler le problème eux-mêmes, au lieu de bondir pour m'en occuper. Tante Linda a remarqué ce changement et m'a adressé un sourire chaleureux et approbateur depuis l'autre bout de la pièce.
J'ai enfin compris que je pouvais être profondément aimé par les gens qui m'entouraient sans avoir à porter le poids des désastres de tout le monde. Robert s'est approché et a posé un petit écrin de velours sur la table, le faisant glisser doucement vers mes mains. À l'intérieur reposait le bracelet en diamant d'époque, entièrement récupéré et légalement restitué par les voies officielles après la clôture de l'enquête. Il m'a demandé si je voulais le garder pour moi. J'ai doucement repoussé l'écrin de l'autre côté de la table en secouant la tête. J'ai suggéré de placer l'héritage dans un coffre-fort bancaire sécurisé avec des documents clairs et transparents, afin qu'il demeure un patrimoine familial partagé plutôt qu'un trophée à remporter. En touchant le fermoir réparé, j'ai repensé à la réplique en cristal qui brillait sous les lumières du mariage. La véritable valeur de nos vies n'avait jamais été enfermée dans des pierres précieuses. Elle résidait entièrement dans le confort tranquille de savoir que l'amour et la responsabilité ne partageaient plus la même définition. Mon téléphone a vibré doucement contre la table, éclairant l'écran avec un identifiant d'appelant bien familier. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu le nom de ma sœur clignoter dans la pénombre, et j'ai retourné l'appareil face contre table sans le moindre sentiment de culpabilité. Je répondais toujours quand l'amour m'appelait, j'avais simplement cessé de répondre quand la culpabilité utilisait la même voix. Quand on passe sa vie entière à servir d'amortisseur pour les erreurs des autres, on commence à croire que maintenir la paix est notre travail personnel. Mais protéger les gens des débris naturels de leur propre choix n'est pas de la gentillesse, c'est simplement encourager la destruction. Le véritable amour consiste à se tenir aux côtés des personnes que l'on aime tout en les laissant faire face au poids réel de la réalité, car personne n'apprend jamais à construire une vie authentique si quelqu'un d'autre est toujours là pour ramasser les morceaux de verre brisés. Vous est-il déjà arrivé de vous surprendre à porter le lourd fardeau de la culpabilité de quelqu'un d'autre, en vous demandant combien de temps vous pourriez continuer à le soutenir avant qu'il ne finisse par vous briser ?